Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette messe dominicale. Aujourd'hui, je reçois un expert de mon pays, une compétence de mon pays. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Bonso, qui s'occupe de la Linélite, une structure ayant trait aux élections. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Jérôme Bonso. Merci, madame. Je suis content d'être reçu par vous. Voilà, la Linélite, on en parle, mais j'aimerais en tout cas, pour nos téléspectateurs, nous expliquer un peu c'est quoi la Linélite. Vous vous occupez de quoi en République démocratique du Congo? Je sais que la Linélite est une structure ayant trait aux élections qui traite un peu des problèmes des élections, mais explicitez-nous un peu quels sont les objectifs de la Linélite. Merci madame. Avant de répondre à votre question, je tiens à saluer tous les nombreux téléspectateurs de ce magazine Info 7 qui est beaucoup plus suivi et beaucoup plus apprécié. Et vous l'animez de main de maître. C'est ma première fois de passer sur ce plateau. J'en suis vraiment réconforté. Merci. Linélite, c'est le cycle Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, qui est Linélite, qui a été créé les années 90 lors de la démocratisation de notre pays, parce que le pays nous étions dans un régime à parti unique et avec la démocratisation, il y avait un besoin pressant de la population de maîtriser comment faire le choix. Parce que faire un choix, ce n'est pas une chose facile. Même nous, ici, qui achetons les appareils mobiles, les appareils téléphoniques et d'autres appareils, il faut recourir à un expert qui puisse vous montrer les qualités de quel type d'appareil vous devez vous en procurer. Il en est de même pour les élections. 32 ans, nous étions dans un régime où la population n'avait pas la culture électorale, la culture démocratique. Ils ne savaient pas pourquoi voter, quand voter, où voter, comment voter. Et c'était pour pallier à cette carence-là, est née la Linélite. C'est une organisation non gouvernementale de droit congolais, dotée de la personnalité juridique, créée le 11 décembre 1991. La Linélite a fait la promotion de la culture démocratique, la bonne gouvernance et une démocratie participative. Et à son actif, c'est la Linélite qui a créé dans ce pays ce qu'on appelle la littérature électorale. Parce qu'il y avait un vide, on avait difficile à avoir une littérature électorale. Et la Linélite a fait plusieurs missions d'observation, plusieurs missions de monitoring à travers tous les continents africains, américains, asiatiques. On a sillonné, on a fait autant. Et aujourd'hui, la Linélite est devenue une référence dans notre pays en matière. Est-ce que notre gouvernement tient compte de vos suggestions? Est-ce qu'on vous consulte, vous, la Linélite, en cette période un peu basé un peu sur les élections? On parle beaucoup des élections. Est-ce que notre gouvernement vous consulte, Jérôme Bonso? Oui, le travail que nous faisons, nous disponibilisons notre travail au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, au niveau des partis politiques, au niveau des chercheurs, au niveau des universités. Et chacun vient se ressourcer à la Linélite. Il y a autant de thèses de doctorat qui sont développées ici au Congo, que ce soit aux universités allemandes, suisses et autres. Ils se réfèrent à la Linélite, ils demandent, ils citent Linélite comme une référence en cette matière. Le souci est de produire une analyse technique, des conseils techniques à disponibiliser au gouvernement, aux autres, mais c'est à eux d'en faire usage. On ne peut pas obliger le gouvernement mais nous voyons que ils sont maintenant intéressés. Okay. Ils sont maintenant intéressés à des recherches. Ça fait déjà plus ou moins 30 ans ou non? 90, 2011. Nous sommes plus d'un quart de siècle. Voilà, plus d'un quart de siècle. Est-ce que vous êtes sûr que la population congolaise, Jérôme Bonso, a acquis cette notion d'élection? Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais ne choisissent toujours pas en fonction de la tribu, ne choisissent pas en fonction de ce qu'on lui donne, par exemple des t-shirts, des polos, la nourriture qu'on lui amène? Est-ce que le Congolais tient compte du projet de société d'un parti politique ou comment ça fonctionne pour vous depuis tout ce temps-là? Est-ce que le Congolais a déjà acquis cette conscience de la culture électorale? C'est ça un combat, madame. C'est ça un combat, parce que notre combat, quand nous disons à la population, vous votez. Pourquoi voter? Pour qui voter? C'est là que nous faisons allusion au projet de société qu'on doit présenter. Mais il y a d'autres présenteurs qui interviennent, des présenteurs d'autres tribales, ethniques, régionales. À ce moment-là, ça joue. Mais nous sommes en train de comprendre que les choses évoluent maintenant. Parce que ceux-là qui avaient voté pour le tribu, pour leur famille, ils ont déchanté. Ils commencent à comprendre que ça ne sert à rien de voter pour tribu, ça ne sert à rien de voter pour famille, ainsi de suite. Ça sert de voter pour un projet de société réel et réaliste. Mais ce qui fait aussi des fautes dans les chefs de nos acteurs politiques, au lieu de présenter un projet de société, ils recourent à ces faibles l'air, des coteries et autres, pour passer le message, ce qui n'est pas
pas intéressant, c'est qu'il ne fait pas accroître les valeurs démocratiques dans notre pays. C'est un combat que nous sommes en train de mener. Nous sommes à notre troisième législature, 2006-2011, et maintenant nous préparons 2016. Avec le temps, la population congolaise commence déjà à comprendre. J'ai un expert avec moi, vous vous occupez des élections. Froidement dites à cette population, si en Afrique on a besoin des élections, parce qu'on a suivi d'autres chefs d'État qui disent l'alternance n'est pas forcément la bonne gouvernance. Hein. Est-ce que l'Afrique a-t-elle besoin des élections? Vu tout ce qui s'est passé, vu les problèmes, vu l'après-élection qui suscite toujours des conflits et tout. Vous, en tant qu'expert, vous pensez que l'Afrique a besoin des élections pour s'en sortir? L'Afrique a besoin des élections. C'est la voie, elle a bien indiqué pour conquérir le pouvoir, pour exercer le conserver. Parce qu'il y a deux voies pour avoir le pouvoir, la violence et les élections. Laquelle de ces deux voies est meilleure? Nous disons les élections. Mais peut-être le juste moyen, Jérôme, peut-être le consensus pour passer au pouvoir, non? Oui. Parce que l'un et l'autre, ce sont les deux extrêmes, ça ne marche pas très bien en Afrique. Pourquoi ne pas prendre le pouvoir par consensus, peut-être? Non, dans un environnement démocratique, on ne peut pas reconnaître un consensus. Un consensus, du moins, en ce qui concerne les cadres juridiques, les cadres légaux. Comment jeter les jalons? Parce qu'à l'heure clé, nous allons en parler. Nous sommes maintenant bloqués par notre processus. Là, il faut recourir obligatoirement, impérativement, au consensus électoral pour dégager. Mais quant à dire que les élections, le peuple, parce que le peuple, c'est le souverain, c'est lui détenteur du pouvoir, c'est lui qui doit le conférer. Il dit, parce que les élections, le peuple a deux cartons, carton jaune et carton rouge. Il a vu qu'il a joué, tel dirigeant a joué au niveau députation nationale, au niveau présidentiel et au niveau de... Bientôt nous allons faire des élections locales et il va sanctionner. Et c'est cette culture-là que nous sommes en train de faire apprendre notre population. Ceux-là qui sont arrivés maintenant au temps des décennies et ainsi de suite, ils ont... La démocratie, c'est l'apprentissage, madame. Nous sommes en train d'apprendre par essai-erreur, tout en corrigeant, et nous pensons que le moment venu, notre peuple, notre population va atteindre ce niveau-là de culture démocratique. Voilà, mesdames et messieurs, nous ouvrons donc cette rétrospective par le point de presse de Lambert Mende, qui est, comme vous le savez, porte-parole du gouvernement et ministre des Médias et Communications. Et notre rédaction a réfléchi à haute voix sur le bicéphalisme qui a élu domicile dans nos partis politiques. Suivant. Moins de 48 heures après la déclaration de l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne dans la région des Grands Lacs relative à la tenue des élections en RDC, le gouvernement monte au créneau et dénonce ce qu'il qualifie d'ingérence dans les affaires internes d'un pays. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, les élections constituent une matière de souveraineté. Par conséquent, il n'est pas question pour la République démocratique du Congo d'accepter quelque ingérence extérieure que ce soit en la matière ou dans tout autre du reste de ses affaires domestiques. Il est surtout inadmissible que sous prétexte de coopération, un chantage soit exercé sur notre pays, sur base d'allégations et de procès d'intention. Au-delà de l'ingérence, le porte-parole du gouvernement ne cache pas son étonnement face à ce qu'il considère comme du chantage. Pour Lambert Mende, les partenaires de la RDC doivent s'assumer. Et je suis autorisé à déclarer devant vous, ce soir, à l'intention des uns et des autres, que nous, République démocratique du Congo, nous n'en voudrons à aucun de nos partenaires d'avoir l'honnêteté et le courage de nous avouer sans faux fuyant que sa participation financière à notre processus électoral ferait défaut pour raison de crise financière. Mais nous refuserons tout chantage en la matière. Au cours de cette conférence de presse, Lambert Mende a démenti les accusations de viol formulées à l'encontre de contingents RD congolais au sein de la MINUSCA. Pour lui, il s'agit d'une campagne de dénigrement. Je ne sais pas si des sanctions ont été prises, peut-être. Bakete Nkoma Elton et Nkankoso Simo sont respectivement députés provinciaux et conseillers du ministre provincial de l'Environnement à Maïndombe. Ici au siège de l'ARC MP à la 11e rue Lumété, les deux sont dans une démarche de réintégration du parti après s'être, disent-ils, trompés de porte. Bon, nous avons été trompés que le congrès n'aura plus lieu. Et soudain, j'ai appris qu'il y a le congrès qui
qui est prévu pour le 13, le 14, le 15. Et c'est pourquoi nous sommes venus. Or que ce congrès n'était pas pour l'arc majorité, c'était pour la proposition. Nous étions trompés que le congrès a été reporté. On nous dit l'arc a basculé à l'opposition. Connaissant depuis longtemps que l'arc se trouve à la majorité présidentielle, nous avons tenu ferme que nous restons à la majorité présidentielle. Et qui ont préféré rester à la majorité présidentielle trouvent l'occasion pour renouveler leur confiance à Joseph Kabila avant de démentir leur adhésion à l'opposition. Je vous confirme que dès que ma population a suivi dans la radio que l'arc est exclu de la majorité, c'est tout le monde qui plairait. Et heureusement que je suis venu ici, j'ai suivi que oui, l'arc est dans la majorité, c'est ça l'essentiel. Je vais dire à ma population d'Oshwe que l'arc est bel et bien à la majorité présidentielle. Nous soutenons à 100% le président de la République. Arc majorité présidentielle, arc Olivier Kamitatou, voilà une situation confuse qui nécessite l'arbitrage du ministère de l'Intérieur afin de d'épargner l'opinion de toute confusion qui s'installe de plus en plus. Voilà, Jérôme Bosso, la confusion qui sévit de plus en plus dans les partis politiques. D'ailleurs, nous invitons, en tout cas, moi j'invite personnellement les gens de l'ARC MP parce que je fais des pieds et des miens pour que l'ARC MP vienne à Info 7. J'espère que ma démarche sera écoutée parce que j'ai déjà reçu l'AMP, El Kamitatou. Et bien, j'attends maintenant l'ARC MPL majorité parce que depuis le temps qu'on vous appelle pour que vous expliquiez, vous voyez maintenant la confusion que vous créez au sein des gens. Venez à Info 7 et expliquez à la population votre position. Info 7 vous reçoit Jérôme Bosso. Quelle est votre lecture de ce bicéphalisme au sein des partis politiques aujourd'hui? Comment des grandes personnes, des grands députés peuvent se perdre aujourd'hui pour dire que non, ils ne comprennent pas? Est-ce qu'Olivier Kamitatou a pris une décision? Est-ce qu'il est un peu dictateur? Parce que quand il a pris cette décision, il n'a pas dit à ces gens qu'ils ont basculé dans l'opposition. C'est quand même grave. Madame, ça nous inquiète du point de vue organisationnel des opérations électorales. Parce que la Commission électorale nationale indépendante se trouverait devant une situation difficile à résoudre. Parce que là, il va se trouver devant deux partis politiques avec le même logo, même sigle, ce que la loi interdit. Et maintenant, on va voir que de quel ce parti va prendre part aux enjeux électoraux. Et ça va créer aussi des problèmes au niveau même de publication des résultats, à moins que le ministre ayant les affaires intérieures en sa charge puisse décanter cette situation avant, parce que ça va compliquer la machine électorale au niveau de programmation même de jeunes, même pour les électeurs. Ils vont voter maintenant pour quel parti politique. La confusion est maintenant totale. On arrive maintenant à cette confusion est entretenue, selon vous, bipolarisation. Donc ça, c'est ça la croissance même de la démocratie dans notre pays. On est dans une zone de turbulence et on est en train de faire essais et erreurs. Est-ce qu'on va s'en sortir? Moi, j'ai dit non, on ne va pas s'en sortir. Nous sommes en train de donner un coup dur à la démocratie naissante parce que notre démocratie a besoin d'être consolidée, mais avec ce genre de comportement. Parce que le politique a son agenda. Le politique, lui, ce qui les intéresse, ce qui l'intéresse, c'est son agenda. Mais ici, nous pensons que ça va dérouter maintenant la population et nous risquons d'avoir même la population d'être maintenant hostile d'aller aux élections, d'adhérer même au projet de société. Et quand la population tourne déjà le dos aux partis politiques, aux candidats, aux acteurs, aux leaders d'opinion, c'est grave. À ce moment-là, la population risquerait de développer notre comportement antidémocratique. Vous avez suivi Lambert Mende, Jérôme Bosso. Il a dit pas d'ingérence de la communauté internationale sur les questions électorales. Les élections, c'est une question de souveraineté. Mais où se limite cette souveraineté? Quand on demande l'argent à la communauté internationale pour financer nos élections, est-ce que nous ne bradons pas un tout petit peu cette souveraineté aussi, en tant qu'expert? Madame, vous savez, on ne brade pas la souveraineté. La souveraineté, à ce moment-là, devient une souveraineté relative du fait que notre pays a souscrit au traité
internationaux à souscrire déjà, ainsi de suite. Là, nous avons une souveraineté relative. Mais là où j'ai beaucoup d'inquiétude, quand je vois la communauté, les partenaires qui doivent financer, parce que la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, cette loi nous donne 3 sources de financement des élections dans notre pays. La première source, c'est la dotation qui vient du gouvernement. La deuxième source, c'est l'apport des partenaires techniques et financiers, la communauté internationale. La troisième source pour financer nos élections, ça vient de dons et legs. Mais ici, les partenaires techniques et financiers apportent l'argent. Ils apportent l'argent, mais ils conditionnent l'argent. Or, nous courons, madame, je crois que nous allons en parler, nous courons derrière le temps pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. La communauté internationale met des conditions pour financer les élections. Parce qu'aujourd'hui, si la CENI a échoué avec la première tentative de planification, organisation des élections, la première c'était la feuille de route que l'abbé Malou avait présentée à la représentation nationale, en date du 30 janvier 2014, il a demandé l'argent, il n'a pas eu l'argent, cette feuille de route a échoué, les élections n'ont pas eu lieu. La deuxième tentative, c'est la publication du calendrier électoral partiel en date du 26 mai 2014. Il a demandé aussi l'argent, il y avait des exigences. Il n'a pas eu l'argent. Cette tentative a échoué. La deuxième et dernière qui vient d'échouer, c'est la publication du calendrier électoral global du 12 février 2014, où il y avait 23 contraintes. Entre autres, comme contrainte majeure, c'est la mobilisation, le fonds, l'argent et le temps. Et tout ce qu'on attendait, l'argent, le temps est passé, on a connu un grand retard et rien n'est fait. Ce calendrier vient de tomber aussi caduc. Et qui devait apporter l'argent, c'est le gouvernement, c'est la communauté internationale. Personne n'a disponibilisé l'argent. Parce que quand on fait un calendrier électoral, on tient compte de 2 paramètres. Paramètre, la planification doit tenir compte de paramètres temps et moyens financiers. La CENI a fait le calendrier sans moyens financiers, sans tenir compte du facteur temps. Et l'État a couru, l'argent n'était pas là. La CENI, notre processus, madame, 2016, le processus électoral 2011-2016, accuse déjà un retard de plus de 2 ans. Et comment s'en sortir pour organiser les élections maintenant dans le délai? Le gouvernement n'a pas donné l'argent. La communauté internationale n'a pas donné l'argent. Dont elle est qui devait venir de bonne volonté. Mais la chanson que nous écoutons des uns et des autres, c'est organiser les élections dans le délai constitutionnel. Mais nous allons organiser les élections dans le délai constitutionnel où on n'a pas l'argent, où l'État est déjà parti. Et mais le ministre Menda a raison de dire que la communauté internationale s'ingère un peu trop dans les affaires internes de la RDC. Est-ce que la communauté s'ingère-t-elle comme ça dans les affaires internes du Rwanda, du Burundi ou d'ailleurs? Pourquoi cet acharnement sur la RDC? Madame, vous savez, quand on organise les élections, j'ai sillonné le monde, l'Amérique, l'Asie. Tout pays qui organise les élections refuse de prendre parfois l'argent de la communauté internationale. J'étais aux élections américaines, aux élections dans la Fédération de Russie, et chez Mugabe, ici au Zimbabwe, en Angola. La plupart des pays, ils refusent l'argent de la communauté internationale. Dans la Fédération de Russie, il était clairement dit tout parti qui prendrait l'argent de la communauté internationale est déjà radié de la liste. À ce moment-là, vous verrez, ces pays-là ont refusé. Mais nous acceptons l'argent de la communauté internationale. Nous sommes membres de la communauté internationale. Une des résolutions du Conseil de sécurité, c'est les élections qui se tiennent dans une des régions contribuent à la résolution pacifique des conflits. Par conséquent, la communauté internationale a droit de regard, d'assistance technique, logistique, assistance financière. Non, là, on ne doit pas s'ingérer. On ne doit pas s'ingérer. Quand il y a les élections qui s'organisent, j'ai été lors des élections de Nancy en Grande-Bretagne, où Tony Blair était battu par l'autre, mais il n'y avait aucune nation qui pourrait s'ingérer pour donner l'ultimatum. Ça, c'est tout à fait normal, c'est clair. On doit cesser cela. Mais quand on apporte une contribution, il faut avoir quand même un langage parfois courtois que de donner de conditions. Parce qu'on donne des conditions. Nous sommes déjà en retard, madame, avec la problématique du fichier électoral. Et nous disons, le compteur, nous courons derrière le temps. Mais parce que nous devons chanter, nous devons organiser les élections dans le délai constitutionnel. Qui a donné quoi? Personne. Quand on n'a rien donné, il ne faut pas faire du chantage. Parce que nous restons dans ce domaine des élections. Nous allons donc à la centrale électorale où il y a eu la cérémonie de la remise et reprise et nous vous proposons la réaction du G14 par rapport à cette investiture. André Pungwe, Maître Ngoïchite, respectivement anciens vice-présidents et custeurs de la CENI, ont officiellement cédé leur fauteuil aux nouveaux promus, à savoir Norbert Bassengezi et Pierrette Mwenze. Quant à Corneille Nangaa, il incarne dorénavant le visage de la centrale électorale en remplacement de l'abbé Apollinaire Malou Malou.
L'homme n'a pas manqué de rendre hommage à son prédécesseur, mais également à tous ceux qui viennent de quitter leur poste pour notamment l'expertise dont ils ont fait montre. D'ailleurs, il ne compte pas s'éloigner de la ligne tracée par eux parce qu'il dit inscrire son action dans la continuité. Pour Corneille Nangaa, tout sera fait pour atteindre l'objectif ultime, celui d'organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées en RDC. C'est ça la mission légale qui nous est confiée. Et nous nous empressons donc à prendre cet engagement avec le concours des uns et des autres. Nous allons atteindre cet objectif. Le moment est tel qu'on ne voit les choses, on ne voit plus les choses au noir. Je voudrais qu'ensemble nous positivions aussi les choses, car les avancées sont bel et bien là. Nous allons donc nous inscrire dans une ligne de continuité sur ce qui est considéré comme acquis. Nous allons consolider ces acquis et nous allons essayer de corriger là où nous avions pu avoir des ratés. Notons que la veille, soit ce jeudi, tous les entrants à la CENI étaient devant la Cour constitutionnelle pour leur prestation de serment. Posez-moi. Quand vous parlez de mais posez-moi la question. Au G14, l'enterrement à l'Assemblée nationale et l'investiture par le chef de l'État des nouveaux membres du bureau de la CENI est un non-événement. Comme vous savez, le G14 n'en attend rien du tout, dans la mesure où ce bureau continue à poser problème. C'est un non-événement. Pour le professeur Boissa, le G14, comme l'IDPS, exige un bureau paritaire opposition-majorité à la CENI, exigence qui sera discutée au dialogue. Nous disons que tout cela doit être revu. Nous devons en reparler, c'est-à-dire, le nombre des membres doit être rediscuté. Et pour nous, cette CENI doit être paritaire. C'est ça notre position. C'est-à-dire que nous voulons une CENI où la moitié des membres sera de l'opposition, la moitié sera de la mouvance présidentielle. Ainsi, par exemple, et la société civile. Et la société civile, je ne veux pas citer des noms, mais on sait que telle église est proche de M. Joseph Kabila et l'autre église est proche du peuple. C'est connu ça. Voilà qui laisse croire au G14 que Corneille Nangaa et le sien vont expédier les affaires courantes en attendant le bureau définitif qui sera issu du dialogue. Merci à vous, nos reporters de terrain, Élisée Odia et John Lungila. Alors, nous avons suivi l'investiture à la centrale électorale, mais vous êtes expert. Froidement, dites-nous, Jérôme Bosso, est-ce que les élections se tiendront dans les délais constitutionnels? Vu que les experts de l'OIF nous ont dit oui, ça peut se faire. Vous, en tant qu'expert de notre pays, une compétence de mon pays, moi, je crois en vous. Dites-nous franchement, les élections en 2016, ça peut se tenir? Oui, madame, les élections peuvent se tenir. Ce sont des élections politiques qui vont se tenir en 2016. Les élections techniques, expliquez-nous un peu. Les élections techniques ne vont pas se tenir en 2016, madame. Il y a maintenant élections techniques et élections politiques. Nous avons organisé les élections politiques en 2011. Quand nous sommes rendus à Addis Abeba en date du 26-27 septembre 2011 pour dire qu'il était impossible d'organiser techniquement les élections le 28 novembre 2011. Il faudrait le reporter étant donné que les aléas techniques n'étaient pas réunis. Nous avons été rejoints par un membre de candidat parce que nous étions invités, le 11 candidat à Addis Abeba, l'Union africaine, pour voir l'Union africaine est préoccupée par le problème sécuritaire, le problème de la paix après les élections de Congolais à ce temps-là. Et nous sommes allés. Gonz candidat avec 4 délégués. Mais il y avait un délégué qui nous a rejoint. C'est un parti politique qui nous a rejoint, qui a dit il faut deux choses pour aller aux élections de 2011. Faire un dialogue politique, reporter des élections de quelques mois pour que les alliés puissent se donner. On n'a pas mieux repris parce que le consensus électoral était brisé en 2011. On n'a pas pu reporter les élections de 2011. Le résultat, c'est le chaos. Et
nous, l'INELIT, nous avons dit aussi, nous avons levé notre... Ok, techniquement, il était impossible d'organiser les élections en date du 28 novembre 2011. Quand bien même nous sommes traqués par le délai constitutionnel, il faut réunir les aléas techniques. Qu'est-ce qui manque pour que nous puissions organiser les élections dans le temps? Pourquoi cette technicité manque? Qu'est-ce qui manque pour que ça se passe dans les délais constitutionnels, mais avec technicité et tout ça? Madame, les élections se préparent en amont et en aval. En amont, c'est dès qu'on commence l'année, on doit déjà budgétiser, arranger, organiser les élections. Mais nous sommes aujourd'hui étonnés de voir les uns et les autres commencent à chanter les élections, que c'est demain, même ce que nous venons d'assister, un partenaire de la communauté internationale qui dit qu'il doit conditionner son argent pour donner, et il va donner quand? Et quand est-ce qu'on va préparer les élections? Dans le délai constitutionnel. Parce que quand l'argent va venir en retard, quand le temps passe, on ne peut pas le récupérer. Aujourd'hui, nous venons de voir le nouveau membre du bureau de la CENI qui sont produits de la tsunami électorale qui a secoué tous ces membres du bureau de la plénière. Ils sont aussi un défi important, défi de crédibilité, de confiance et défi d'efficacité. Parce que la plupart de l'opinion n'a plus confiance dans le processus électoral, n'a plus confiance dans l'institution même. CENI n'a plus confiance même dans les élections. C'est ce qui est grave. On doit s'investir à reconstituer le capital de confiance dans le chef des uns et des autres. Mais aujourd'hui, les élections, techniquement, vous m'avez dit, madame, techniquement, nous avons un problème du fichier électoral. Mais notre fichier... à visiter, à contrôler ce fichier électoral, il est du chafard. Madame, l'OIF a produit le rapport de son fichier électoral en date du 12 novembre 2015. Cet audit de l'OIF était précédé tout d'abord par un point de vue que nous avons développé à l'année sur la problématique du fichier électoral. Et nous avons comparé la réflexion, le rapport d'audit de l'OIF et la LINELIT, avec l'expert de la LINELIT, nous avons fait une comparaison. Nous avons fait les convergences, les divergences, les points forts, les forces et les faiblesses. Nous avons dit, nous sommes d'accord avec l'OIF, convergence, le fichier électoral est corrompu, le fichier électoral congolais est inadapté, le fichier électoral congolais ne contient pas toutes les données démographiques, les accusent de faiblesse, et nous avons été d'accord avec l'OIF qu'il y a nécessité d'intégrer les nouveaux majeurs, il y a nécessité d'intégrer les Congolais de la diaspora dans le fichier électoral. Mais maintenant, là où il y a divergence entre l'OIF et nous, l'INELIT, c'est dans quel fichier allons-nous intégrer les nouveaux majeurs? Parce que nous avons un fichier électoral corrompu, c'est comme un fruit. Bon, quand vous allez mettre dans un panier où il y a des fruits déjà pourris, ça va pourrir. Est-ce qu'il faut lever l'option pour le faire? Et c'est là où nous, on n'est pas d'accord. L'OIF, au départ, on doit répondre toute l'opération à zéro, selon vous. On doit construire un nouveau fichier électoral. Ça, c'est l'option. Ça va prendre combien de temps? C'est l'option politique, madame. Ça va prendre combien de temps? Ça va prendre pas moins de 10 mois, 15 mois, madame. Ça va prendre à peu près 2 ans. Madame, je vous dis, réellement, c'est ça. Mais l'OIF avait tenté de donner aussi le temps. Il a dit ça fait 2-3 mois. Et quand nous sommes vus avec l'OIF, est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle une étude de faisabilité de la mise en œuvre du fichier électoral? Parce que cette étude vous donne des indications des dernières avancées technologiques en matière d'équipement. Il faut qualité, quantité et le coût. Est-ce que vous avez à établir un chronogramme de faisabilité, une feuille de route? L'OIF a reconnu non, ils n'ont pas fait le chronogramme. Donc les 2 et 3 mois qui étaient avancés, c'était par erreur. Et quand ils ont maintenant allé dans les forces de ce rapport, je me réjouis, les forces de ce rapport, l'OIF a montré qu'il y a 450 000 doublons. Ce sont des doublons résiduels qu'on doit éradiquer. Il y a aussi 1060 décès. Cas de décès qu'on doit élaguer. Donc il y a encore d'autres cas entre 30 000 à 200. Vous nous avez dit franchement qu'il nous faut au moins 15 mois pour revoir ce fichier électoral. Plus. Ça peut être plus, madame. Ça peut être plus. Au-delà. Ça peut être plus. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ce qui va se passer, c'est quoi? La Constitution sera violée alors? Non, nous parlons d'abord nous sommes sur la problématique technique. Okay. La problématique technique, là, c'est volet politique. Ça, c'est volet politique. Et maintenant, madame, quand on doit intégrer les nouveaux fichiers, madame, il y a ce qu'on appelle le temps de commande de matériel, de kits. Nous avons le kit, on a 7000 kits. Mais les kits de 2011 sont-ils passés? Oui, nous avons été reçus. Par le président de la République, il a dit, il y a sur 7000 kits, on a volé 4200 qui sont partis dans un autre pays. Mais nous disons... Qui a volé? On a volé, on connaît le pays où les kits ont été emportés. On a cité le pays, l'Ouganda. C'est connu. Madame, c'est connu. Ce n'est pas un secret, c'est connu. Et maintenant, est-ce que nous allons travailler? On a volé. On a volé les kits parce que tout le monde avait besoin de produire les cartes de lecteurs. Tous les étrangers qui avaient besoin de nationalité congolaise. Quand ils se produisent, notre loi
notre législateur a dit, la carte d'électeur fait d'office de carte d'identité et tout le monde a pu acquérir ça. Et il y a eu des réseaux mafieux qui ont produit en masse ces cartes-là, madame. Si aujourd'hui, nous allons aux élections avec ces mêmes kits, on va produire le même type de cartes. C'est dans notre étude, nous avons dit, il serait nécessaire de recourir à un nouveau type de kit qui doit produire des cartes d'électeurs différentes de ces cartes d'électeurs-là pour qu'on puisse s'en sortir. À cela aussi, il y aura la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, la loi aussi sur l'enrôlement des étrangers, de la diaspora, de Congolais de la diaspora. Tout ça vous prend du temps. C'est là où je dois poser la question aux amis, parce que j'ai eu une séance de travail avec nos amis de l'OIF. J'ai dit, est-ce que vous avez fait aussi, vous avez chronométré? Oh non. Est-ce que vous avez fait une étude mise en application? Non, nous attendons notre terme de référence pour faire ce travail-là. Donc, à l'audit même proprement dit, les faiblesses, c'est quoi qu'on a constaté? L'OIF a fait l'audit sur le serveur central qui comptait le logiciel de doublons de gestion du bureau de vote au siège ici. Mais l'OIF, les experts de l'OIF n'ont pas accédé au serveur backup. Backup, c'est un serveur de sauvegarde. En cas d'incendie, s'il y a des données qui sont sur le boulevard du 30 juin, au siège de la CNI brûlé, on recourt à ces données. Mais c'est là où il y a... Mais l'OIF n'a pas accédé aux données contenues dans le serveur backup. L'OIF devait faire l'audit sur 3 bases de données. Parce que les 3 bases de données sont intimement liées. Mais l'OIF a fait son travail sur 2 bases de données. Et dans son rapport, l'OIF a reconnu qu'il n'a pas pu accéder à la 3e base de données parce que l'agent de la CENI n'était pas disponible. Et c'est là nous revenons à ceux qui ont appris la philosophie. Quand une des prémices est fausse, la conclusion, et tout le monde connaît la résolution. C'est pourquoi nous avons dit que ce rapport, il doit être enrichi. Ce problème, c'est vrai qu'il y a maintenant le volet politique, vous êtes bien technique, mais maintenant c'est par le dialogue qu'on va résoudre tout ça. Qu'on doit accepter, vous allez vous dire franchement que non, il nous faut 2 ans pour que les élections soient plus crédibles. Non, on n'a pas dit 2 ans. Madame, le politique peut aujourd'hui se mettre d'accord pour dire, levons l'option politique, comme nous l'avons levé en 2011, de nous en passer des aléas techniques pour respecter le délai constitutionnel. Allons-nous aux élections pour... Que préférez-vous? Qu'on respecte le délai constitutionnel? Moi, je suis d'accord qu'on respecte le délai constitutionnel, qu'on puisse aller aux élections avec le fichier corrompu et que tout le monde tire les conséquences, comme nous avons tiré les conséquences. Qu'est-ce que vous préfériez? Qu'on respecte le délai constitutionnel, en tout cas, coûte que coûte, mais que la technicité soit en faillite. L'expert n'impose pas. L'expert fait vendre. D'élever l'option, qu'on lève l'option politique. Si l'option politique, si on dit on respecte les délais constitutionnels, ok, on y va, on fait les élections dans le délai. Mais oui, c'est ça, madame, nous avons dit ça en 2011. On a dit les failles, on met de côté. Faisons. Parce qu'en 2011, quand nous sommes arrivés à quels résultats, nous avons assisté à la prestation de serment de 2 candidats. Pour les mêmes élections, deux candidats disent chacun a gagné des élections, mais avec cet imbroglio, que nous connaissons aujourd'hui, il y aura même plus de 10 candidats qui vont prêter serment comme président de la République. Et là, nous sommes sur quelle planète? Et c'est ce que le politique ne veut pas comprendre. Parce que nous avons dit, ici nous sommes sur le terrain technique. Si le politique veut suivre les terrains techniques, ok. Mais s'il ne veut pas le suivre comme il l'a fait en 2011, le politique est maître du jeu, à son agenda, nous devons aller aux élections dans le délai constitutionnel à condition qu'il n'y ait pas de violence. Parce que nous avons connu violence en 2006, en 2011 nous avons connu violence, perte de vies humaines. Et aujourd'hui, si nous refusons le dialogue, l'option serait lever lors du dialogue politique. Parce que si nous commettrons l'erreur comme les amis burundais, ils ont refusé le dialogue, il y a eu des morts, maintenant ils acceptent de faire le dialogue à l'étranger. Et nous disons, un tel comportement est criminel, qu'on puisse envisager des mesures, parce que à ce moment-là, ce sont des crimes prémédités. Vous avez accepté que les gens meurent, après vous acceptez le dialogue, mais qu'on aille jusqu'au bout pour dire, même si les gens vont mourir, vous dites ça, on n'a pas besoin de dialogue, on y va. Maintenant, la communauté internationale est pour cela. Ok, Jérôme Bosso, je crois que les politiques, en tout cas, vous ont suivi. Hein, donc, peut-être pas dans ce dialogue, ils vont essayer de trouver des solutions pour pallier un peu à ces failles techniques. Donc, nous poursuivons et c'est tenu donc à Kinshasa, mesdames et messieurs, la conférence des ministres de la Défense de la CIRGL. Plusieurs recommandations ont sanctionné la fin des travaux. Plus de détails donc dans ce condensé. Et Richard Mouyège, nouveau commissaire dans l'un des provinces découpées du Katanga, nous parle de la situation qu'il a trouvée quand il est arrivé.
Devant les ministres de la Défense des pays membres de la CIRGL, les délégués des Nations Unies et de la SADC, le ministre congolais de la Défense nationale a donné l'égo de ses assises sur la problématique du rapatriement des éléments ex-M23 en République démocratique du Congo, vivant en Ouganda et au Rwanda. La rencontre de ce jour, affirme Crispin Atama, vise à baliser le chemin pour faciliter le retour de ces ex-rebelles. Le comité des ministres de la Défense des pays membres de la CIRGL, réuni le 20 octobre 2015 à Luanda, a recommandé que la réunion de ce jour se tienne à Kinshasa pour explorer les voies et moyens de rendre effectif le rapatriement des éléments ex-M23 présents en Ouganda et au Rwanda. Ntumba Loaba, secrétaire exécutif de la CIRGL, estime pour sa part qu'à la fin de ces travaux, une nette amélioration sera démise quant au processus de rapatriement de ces ex-M23. En ce qui concerne le secrétariat de la conférence, il ne ménagera aucun effort pour accompagner et appuyer avec tous les partenaires, l'Office de l'envoyé spécial, le Bureau de l'Union africaine, la MONUSCO, afin d'accélérer la mise en œuvre du processus de rapatriement des ex-combattants du M23 basés en Ouganda. Notons que cette réunion de ministres de la Défense concerne l'Angola, le Botswana, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Il nous a été donné de constater des zones d'ombre au niveau de deux dossiers sensibles. 1. Les dossiers concernant les emprunts contractés par l'ex-province du Katanga, évalués à 55 millions de dollars américains. 2. Le nantissement des recettes liées aux taxes importantes dues à la province, la taxe voirie et la taxe sur les concentrés pour plusieurs mois jusqu'au deuxième semestre 2016. Étant donné la délicatesse du dossier et la nécessité de clarifier toutes ces situations pour une meilleure prise en charge, nous, commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints des provinces précitées, avons décidé 1. de suspendre la participation de nos experts aux travaux de vérification des dossiers évoqués lors de cette séance de remise et reprise. 2. De solliciter du pouvoir central l'envoi de toute urgence des délégués des organes spécialisés compétents pour participer aux dits travaux. Jérôme Ombosso, pardon, c'est pour la première fois qu'on voit lors d'une remise et reprise un tel dossier qui ressort de la malversation. Ça se fait rarement, mais Richard Mouyej a pris le courage de dire qu'il y a eu détournement de plus ou moins 55 millions de dollars hein, par rapport aux taxes, hein, taxes voirie et autres. Quelle lecture faites-vous de ça? Il a raison de tirer à boulet rouge sur l'exécutif précédent? Moi, je crois que dans une administration, nous devons privilégier la culture de rendre compte. On doit rendre compte à l'entrée, tout comme à la sortie. Et on doit rendre compte aux souverains, aux détenteurs, à la population. Voilà ce qui était, voilà ce que nous avons trouvé et ce que nous n'avons pas pu trouver. Et moi, j'encouragerais, quand il y a audit, parce que la transparence exige à ce qu'on puisse faire l'audit. Les Allemands disent que l'amour n'exclut pas, la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. On a confiance, mais ça ne doit pas exclure le contrôle. Et on doit contrôler pour faire état de lieu des finances publiques. À quel niveau? Et on peut établir de responsabilités. Parce qu'à ce moment-là, nous allons grandir avec cette culture-là
Ce n'est pas parce que vous partez, même dans nos ministères et dans des services publics, quand un responsable part, on doit auditer à son entrée, qu'est-ce qui a été, quels sont les bévues. S'il y a des bévues, il n'a qu'à en rendre compte et il doit en répondre. Si cela s'avérait vrai, ça sera un dossier lourd pour Moïse Katumbi. On peut arriver à l'arrestation de Moïse Katumbi? Non, moi je crois que ce n'est pas un problème sectorisé. Non, ça ne peut pas être pour moi, parce que les commissaires spéciaux sont dans toutes les provinces. Mais là, c'est ciblé sur le Katanga. Ceux qui sont là, c'est pour l'ex-Katanga. Oui, c'est là où j'invite le gouvernement. Si le gouvernement a envoyé une mission d'audit dans le Grand Katanga, qu'on en fasse dans toutes les provinces, qu'on fasse état de lieu des finances publiques dans toutes les provinces, et à la fin de ça, qu'on établisse les responsabilités. Quand on établit les responsabilités, et ceux qui sont vraiment, dont les responsabilités sont établies, ils doivent être traqués par la justice. Par rapport au M23, nous avons suivi les ministres de défense des pays de la CIRGL était là, mais l'épine du M23, comment on ne parvient pas à résoudre ce problème du M23? C'est vraiment une épine dans le pied du gouvernement congolais, le M23. Madame, la question du M23, j'ai suivi le mécanisme national de suivi qui a dit que le temps qui était chronométré dans l'accord, c'est jusqu'au 15 décembre, jusqu'au mois de décembre. Parce que le M23 n'existe pas comme mouvement. Le M23, c'est des faits. Mais on devait expédier les affaires courantes pour dire ceux qui sont là pour rentrer au regard d'un protocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement congolais et le pays voisin. Mais si quelques individus, parce qu'on ne peut pas leur encore porter cette étiquette de M23 qui n'existe pas du point de vue juridique, et c'est quelques individus orgueilleux qui veulent s'en donner, on doit mettre fin. Parce qu'on a dit d'ici décembre, s'ils ne rentrent pas, il ne doit plus faire autant de chantage. Mais la crainte, c'est quoi? Vous voyez maintenant ce qui se passe avec le terrorisme qui se passe, qui secoue l'Europe, qui secoue l'Afrique. L'Afrique, nous avons peur que certains hors la loi qui sont traqués à travers l'Europe, à travers certains pays africains, sous l'étiquette de Boko Haram et ainsi de suite, ne puissent pas se replier chez nous. Sous prétexte qu'il y a M23 qui existe, nous lançons un appel à notre gouvernement de mettre fin à ces dossiers-là. S'il y a des individus qui se comportent comme terroristes, on doit les neutraliser pour qu'on puisse voir comment nous pouvons pacifier nos provinces de l'Est. Voilà, mesdames et messieurs, par rapport au dossier déchets dans la ville de Kinshasa, voici l'inauguration de l'usine de compactage de décharges et la réaction du numéro 1 de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, par rapport au débordement des déchets sur les voies publiques. Au travers de la coupure de ce ruban, le gouverneur de la ville vient ainsi de matérialiser l'une de ses promesses faites aux Kinois s'agissant de l'amélioration de l'environnement dans la capitale. C'est une joie immense pour moi. Maintenant, au moins, la chaîne est complète. On va collecter. Je demande aux Kinois de ramasser. On collecte, on trie, on transforme, on exporte. Voilà ce qu'on appelle une gestion intégrée des déchets plastiques. Une usine de compactage de déchets plastiques, fruit d'un partenariat bénéfique et responsable entre la ville de Kinshasa et la société Anaco, et pour cause. On a commencé avec 120 personnes de places de travail. On a ouvert 3 points de collecte. Chaque 3 mois, on va ouvrir encore 3 points de collecte. On va donner à la ville de Kinshasa 45, chaque 3 mois, 45 places de travail. Le démarrage effectif de cette usine s'inscrit dans l'un de 8 axes définis par la ville pour une prise en charge durable de l'assainissement de Kinshasa. Le premier axe concerne l'assainissement primaire. Entendez par là le balayage, le désensablement, le désherbage et le raclage. Certaines communes voient déjà les effets de cette bonne prise en charge. Le deuxième axe porte sur la collecte et l'évacuation des déchets solides dont la production s'élève à plus ou moins 6 000 tonnes par jour. En marge de cette inauguration, l'exécutif de Kinshasa annonce le démarrage dans les prochains jours de la campagne Lokota bouteille plastique Tokoso Mbayango. L'initiative vient s'ajouter à d'autres invitant les Kinois à s'approprier la salubrité et la propriété de leur ville à travers des gestes sains, mais également en payant la taxe d'assainissement. Voici l'image que présentent les différentes décharges publiques de Kinshasa.
Des immondices qui débordent, non évacués depuis plusieurs jours. Conséquence, la santé des milliers d'Équinois exposés. La faute à l'exécutif national, estime le gouverneur de la ville. Programme bomona totonga tonga ba décharge ya mike na ba commune ezali programme Union européenne sunga kibiso. Programme ngo ekomaki na suka gouvernement ya mboka na biso Union européenne ekomi bango elobi bakozwa transition pendant 12 mois. Ça liboso ba futi malamu musale ki Tazami Balé, Mosolete, Yamisato, Mosolete, Tilelo, Mosolete. Yangwana lokola, Mosoleza Koyate, Baninga Oyo, Union Européenne, Zwekina Musala, Baboy Kosala Musala, Yangwana Matiti et Totaki. Le numéro 1 de la capitale ne porte pas des gants pour interpeller le Premier ministre Augustin Matata. Tokosera le gouvernement respecter l'engagement naïe. Pour mon solo et sali investissement ya ville à Kinshasa, gouvernement central moutégera kango. To senga ki bango na mosolo wana bazwa programme paro. Bandimaki ekomi tango ofuta ekomi militaire. Papa Matata bimisa mosolo na bomba à Kinshasa akufa bokono. En attendant, face à ce qu'il qualifie de drame, André Kimbuta rassure et dit avoir mis toutes les batteries en marche pour remédier à la situation. Jérôme Bosso, la toile est déchaînée par rapport à ce sujet sensible, déchets. Peut-être nous trouvons ça banal, mais sous d'autres cieux, il y a des gouvernements qui démissionnent par rapport à la gestion des déchets dans une ville. La toile est déchaînée, l'image de la ville de Kinshasa est salie au propre comme au figuré. Alors, il y a aussi cette guerre de communiqué entre la primature et l'hôtel de ville. Mais normalement, à qui revient la gestion des déchets dans une ville? Au gouvernement provincial ou à la mairie ou au gouvernement central, Jérôme Bosso? Maintenant, vous savez, cette question de la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa, c'était devenu un casse-tête. Moi, j'avais vraiment beaucoup réfléchi lors de la remise des repris entre la fin du programme de l'Union européenne qui s'occupait de la gestion. Quand j'ai vu que l'Union européenne remettait la gestion de déchets publics aux mains de l'hôtel de ville de Kinshasa, je me suis demandé, est-ce que ce projet va-t-il continuer? Et les autorités provinciales de la ville de Kinshasa avaient rassuré que le projet allait continuer pour l'évacuation des déchets au niveau dans des points de collecte de déchets. Kimbuta a dit que le gouvernement avait dit qu'il allait pallier pendant 12 mois, mais il n'a pas respecté ses engagements. Mais quand on a fait la remise et reprise de l'Union européenne, l'a fait avec l'hôtel de ville. L'Union européenne n'a pas fait avec le gouvernement central. Non, la remise et reprise, quand le projet de l'Union européenne d'évacuation des déchets, c'était entre l'Union européenne et l'hôtel de ville. Et aujourd'hui, nous assistons à un ping-pong entre le gouvernement primature et pour dire c'est à votre niveau. Est-ce que le débat allait se poser? Parce que nous sommes des Quinois. Nous payons nos taxes pour lever le marché. Nous payons les taxes d'assainissement. Nous ne pensons pas que ces taxes-là sont versées directement à la primature. Les taxes d'assainissement sont gérées par l'hôtel de ville de Kinshasa. On devait même faire à de petits groupes pour l'évacuation. Il ne fallait pas attendre que le point de collecte puisse être inondé, madame. On avait difficile à sillonner le quartier de la ville. Toutefois, quand je passais par là, je me munais de mon mouchoir pour boucher. Et surtout quand je me trouve devant l'embouteillage et d'un côté, il y a des décharges, des déchets publics. Madame, quelle odeur! Quelle odeur! Et il faut voir aussi les jeunes Congolais qui montent là-dessus, qui ramassent n'importe quoi. Et madame, nous allons nous trouver autant de cas de maladies qu'on ne peut pas espérer. D'autres maladies peuvent se déclarer comme ça. Nous, on ne connaît pas les origines. Nous parlons d'ingérence. C'est bien beau quand Lambert Mende fustige l'ingérence de la communauté internationale par rapport aux élections. Mais c'est l'Union européenne qui finance pour nos déchets. Est-ce que ce n'est pas aussi ayant un peu de honte
permettez l'expression, si c'est l'Union européenne qui doit financer la gestion de nos propres déchets, on fait la remise et reprise, et c'est l'image que l'on voit, alors on se pose la question, si pour les déchets c'est comme ça, et bien pour autre chose, alors pourquoi interdire l'ingérence dans tous les domaines? Puisqu'on doit s'ingérer même dans la gestion de nos propres déchets. C'est insoutenable pour un pays dit souverain. Madame, c'est là où nous avons dit, quand nous avons suivi, lors des remises des commissaires spéciaux, qu'on doit auditer, on doit savoir l'argent des déchets qui tombent. Ça sert à quoi? On établisse des responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, maintenant, là où elle se trouve, elle se frotte les mains, regardez, je leur... C'est vrai, quelle image on donne des gestionnaires de mon pays? C'est comme à l'époque, quand les Belges sont partis, nous sommes restés nous-mêmes, on a essayé de tâtonner par-ci par-là, les Belges demandaient, est-ce que vous avez encore besoin que nous puissions revenir? Non, nous sommes indépendants. Depuis, on n'a pas besoin de vous. Avec telle image, madame, on doit établir des responsabilités. Parce que vous ne savez pas combien de victimes sont de ces décharges qu'on n'a pas pu évacuer à temps. Vous ne connaissez pas combien combien sont ceux-là des Congolais, des Quinoises qui se trouvaient dans des hôpitaux à cause de ça. Si on fait aujourd'hui, on doit demander, l'Assemblée nationale, notre Parlement peut interpeller et le gouvernement, et la primature, et l'hôtel de ville, à qui comme la responsabilité pour la ville de Kinshasa. En ce qui concerne cette matière, nous pensons que l'hôtel de ville est mieux placé avant de tirer la solution sur la primature. L'hôtel de ville devait déjà montrer sa bonne volonté pour dire j'ai déjà commencé à attendre, mais il ne fallait pas dire 3 mois, 4 mois sont passés, nous attendons le gouvernement central. Non, ça c'était un non-sens, madame. Mais vous ne pensez pas que maintenant c'est aussi une affaire de guerre entre deux personnes, entre Matata Ponyo et André Kimbuta? C'est quand deux éléphants qui se battent, c'est la pelouse qui en pâtisse. C'est la population aujourd'hui qui en pâtit. La guerre aujourd'hui, c'est la guerre de leadership. Mais c'est la vie de Kinshasa qui en pâtit. Madame, on ne doit pas... Matata Ponyo n'a pas respecté ses engagements. Il a dit 12 mois, il doit pallier pendant 12 mois le temps que l'hôtel de ville trouve les moyens et tout ça. Pourquoi il n'a pas respecté ses engagements ces 12 mois-là? On ne doit pas ramener... André Kimbuta a dit la vérité. On ne doit pas ramener la guerre au niveau des individus. C'est là où on le sent, là, entre Matata Ponyo et André Kimbuta. Parce qu'aujourd'hui, M. André Kimbuta ne pouvait pas être à l'hôtel de ville, le Premier ministre Matata pouvait être là. Les institutions fonctionnent. À quel niveau il y a des couacs? Qu'on établisse les responsabilités, qu'on donne l'information, que nos députés, nos sénateurs puissent interpeller les deux institutions, l'hôtel de ville et la primature, pour savoir à quel... Parce qu'aujourd'hui, on peut évacuer pour le mois de novembre, 6 décembre, janvier, février, rien ne sera évacué. Et comment nous allons vivre dans un environnement pollué? Et vous connaissez les conséquences du point de vue sanitaire. Donc, on a tout intérêt. Ce n'est pas seulement le déchet de pluie, c'est aussi après la pluie à Kinshasa. Il y a l'image du collège Boboto qui s'est sur le net tout à fait. C'est un lac devant le collège Boboto. C'est une des écoles qui a fait sortir des élites de mon pays. Aujourd'hui, le collège Boboto est presque... et voit une mort certaine si les pluies continuent ainsi. L'avenue de Willery, c'est presque la même chose. Même derrière l'hôtel de ville, ce sont les images qui circulent. Après la pluie à Kinshasa, au rond-point Ngaba, c'est la catastrophe. Donc, quelle gestion on fait de la ville de Kinshasa après les pluies? On sait bien qu'on vit sous un climat tropical, diluvienne et pluvieuse. Madame, nous devons recourir à l'office de voirie et drainage. Quel est son plan d'urbanisme pour la ville de Kinshasa? Quand il y a ce genre de pluie, heureusement, ça fait des dégâts par-ci, par-là. Énormément de dégâts sous la dernière pluie. Oui, ça fait des dégâts par-ci, par-là. Quel est le plan de l'OVD? Qu'est-ce qu'il compte faire? Et comment est-ce que le gouvernement central et le gouvernement... L'OVD travaille en symbiose, en osmose avec les Chinois, parce qu'on a l'impression que les Chinois font ils travaillent à leur rythme, l'OVD. Est-ce qu'on a le plan de la ville? Est-ce qu'on connaît comment la ville de Kinshasa est bâtie ou construite? C'est ça, nous interpellons. Les uns et les autres, madame. Parce que s'il y a des suivis... Les Belges ont quand même laissé des plans pour cette ville de Kinshasa. On connaît quand même comment la ville est bâtie, les grandes... Comment on appelle ça? Les conducteurs d'eau et tout ça. Les collecteurs d'eau. Les collecteurs d'eau. Les Belges ont quand même laissé des plans pour cette ville de Kinshasa. Est-ce qu'on suit ces plans ou on bâtit comme ça à l'aveuglette? Madame, quand on confie les marchés, par exemple, de routes ainsi de suite, il devait y avoir des cabinets de contrôle et de suivi, d'être trop sévères. Le marché qu'on a confié aux Chinois, ils ont fait à quelle hauteur? Est-ce que la durabilité de ce marché? Qu'est-ce que nous attendons sur de grandes artères? Au maire de Macadam, 6 mois après, ça
se détériore, on a difficile à s'en sortir. Donc nous pensons que nous devons nous mobiliser pour interpeller nos dirigeants. Comment les marchés sont confiés à de telles firmes quand ils n'ont pas l'expertise et la maîtrise par exemple, du moins de la ville de Kinshasa. Il ne suffit pas de se lever de Kinshasa, nous avons appris aussi à l'Est. Il y a des inondations. À l'Est aussi. Et que faire? Comment s'en sortir? D'ici 5 ans, 6 ans, 10 ans, qu'est-ce que nous allons devenir? On se bat maintenant, tout le monde se bat pour aller à la COP 21 pour parler de l'environnement mondial, mais si on ne se rend même pas compte, on ne gère même pas notre propre environnement local, qu'est-ce qui va se passer? Et nous pensons que la question environnementale maintenant fait entrer beaucoup d'argent. Nous avons suivi que le dossier du Congo, le Tchad est en train de préparer un dossier très fini pour la sécheresse. Le Tchad va présenter ces dossiers à la COP 21 à Paris. Et nous, qu'est-ce que nous avons préparé nous aussi pour avoir un grand marché? Parce que nous aussi, avec tout ce que nous avons comme forêt et autres, nous contribuons beaucoup à ce système. Et qu'est-ce que nous allons aussi présenter là-bas pour arracher afin de voir comment nous pouvons nous prévenir? Parce que ça, madame, je vous dis, je le répète, 5 ans, 10 ans, la ville de Kinshasa aura de sérieux problèmes. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, coup d'œil donc aux activités de nos ministères, 2 ministères ciblés, affaires étrangères et affaires foncières. En séjour de travail au siège des Nations Unies à New York, le ministre des Affaires étrangères RD congolais a eu des entretiens avec le secrétaire général de l'ONU. Pour leur 3e rencontre de l'année en cours, Raymond Tshibanda, en sa qualité d'envoyé spécial du chef de l'État, était porteur d'un message de Joseph Kabila à Ban Ki-moon. Même si rien n'a filtré de ces entretiens, tout porte à croire que la consolidation de la coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun entre le gouvernement congolais et les Nations Unies a occupé une bonne place au cours de ces échanges. Occasion pour le numéro 1 de la diplomatie congolaise de rassurer quant à la détermination du président de la République de poursuivre de manière inlassable ses efforts de préserver la paix et la stabilité aussi bien à l'intérieur des frontières du pays que dans la région des Grands Lacs africains. Dans cette même optique, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est aussi entretenu avec Hervé Latsou, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Il faut dire que le pays de Joseph Kabila regorge de la plus importante des 16 missions de stabilisation et de maintien de la paix à travers le monde, avec 26 000 hommes, personnels civils et militaires. Mais depuis quelque temps, le gouvernement plaide pour la réduction des effectifs de la MONUSCO, ce dans le cadre du dialogue stratégique entre la RDC et la MONUSCO. Hasard du calendrier ou simple coïncidence, ce tête-à-tête Tshibanda-Ban Ki-moon intervient alors que survient la controverse autour de la reconduction ou pas du contingent RD congolais au sein de la MINUSCA. Les plantations abandonnées par les Belges dans les secteurs des Ekonda, territoire de Bikoro, restent inexploitées par la population de ces coins de la province du Sud-Bangui jusqu'à ces jours. La question a fait l'objet d'un entretien entre le ministre des Affaires foncières, Maître Gustave Mboloko, et les chefs des secteurs des Ekonda, Sylvain Bongo. Na Ekonda, la plantation abandonnée est Zaming. Il y a plusieurs plantations abandonnées. Nous voulons que ces plantations soient récupérées par l'État pour éviter la délinquance. Ici, chômage est causé à la ressource terre. Délinquant est causé à la ressource militaire. Juste après, le ministre s'est entretenu avec les élus de la province de l'Ituri. Ces députés veulent en savoir un peu plus sur le fonctionnement de nouvelles circonscriptions de cette province. Alors, nous étions très heureux, nous lui avons signalé, de voir que la province de l'Ituri puisse être dotée de plusieurs circonscriptions foncières. Il y en avait juste 3 par le passé, mais suivant l'arrêté numéro 030 pris par son prédécesseur, le ministre des Affaires foncières, on est passé à 9 et nous avons beaucoup insisté, avec reconnaissance d'ailleurs, que cela approche l'administration des affaires foncières des administrés.
Le ministre des Affaires foncières a rassuré aux élus de l'Ituri que des décisions concrètes seront prises d'ici la fin de cette année en vue d'un bon fonctionnement de ces nouvelles circonscriptions. Jérôme Bosso, comment, selon vous, se porte la diplomatie congolaise aujourd'hui? La diplomatie congolaise est vivante et fréquentable. La preuve en est que nous voyons le ministre, Excellence M. Tshibanda, qui monte au niveau des Nations Unies, rencontrer les très hauts sommets des Nations Unies, en l'occurrence le secrétaire général et le secrétaire général adjoint en charge de maintien de la paix. C'est pour faire entendre la voix du Congo, parce que le Congo a grandement besoin de voir son processus de paix consolidé, que nous avons eu l'appui non négligeable des missions des Nations Unies, une mission la plus importante au monde. C'est pourquoi notre diplomatie est vraiment vivante et agissante. Et ce que l'on est en train de faire, c'est à l'actif de notre pays. Par rapport à la dernière controverse, par rapport au contingent de notre pays en Centrafrique, c'est vrai qu'on a appris de sources sûres qu'il n'y aura pas, la RDC ne sera pas reconduite dans les contingents de la MINUSCA par rapport au viol. Ce n'est pas aussi une sanction à 2 poids 2 mesures, parce que le viol, il n'y a pas que le contingent congolais, il y a eu les Français, il y a eu autre chose. Mais pourquoi ne pas reconduire les Congolais? Madame, nous avons appris ça tous par les ondes, les médias périphériques. Nous pensons jusqu'à présent, nous pensons que le gouvernement congolais n'est pas encore formellement informé de cela. Ça peut entrer, par exemple, dans les comptes de spéculation. Parce que comment on doit catégoriser? Bon, on ne peut pas être défenseur de... S'il y a quelqu'un qui commet des viols, on doit les condamner, on doit les sanctionner. Mais comment se fait-il que ce sont les contingents congolais qu'on a établis, étant donné qu'on n'a pas encore eu tous les éléments, on n'a pas encore réuni tous les éléments de preuve? On dit que les Congolais font bien leur travail en Centrafrique, c'est un contingent exemplaire et tout ça. Et vous savez, dans ce genre de mission, il y a autant de spéculations, il y a d'autres agendas qui essaient de jouer là-dessus, enfin, de discréditer aussi toute une nation. Toute une nation. Et nous attendons aussi, ça s'avère vrai, l'État congolais va prendre des dispositions pour traduire certains individus qui se sont comportés en violeurs. On doit les traquer et les traduire devant la justice. Par rapport à la diminution de l'effectif de la MONUSCO en République démocratique du Congo, vous partagez cet avis parce que le gouvernement demande un peu qu'on réduise l'effectif, parce que c'est la plus grande des missions de stabilisation de la paix au monde en République démocratique du Congo. Ça peut, si c'est le gouvernement qui le demande, c'est que le gouvernement a réuni déjà tous les atouts pour sécuriser l'ensemble du territoire national. Peut-être oui, mais du moins la MONUSCO le pays peut vivre sans la MONUSCO aujourd'hui, sans l'aide, soit logistique ou autre de la MONUSCO. Non, la plupart des pays africains, d'autres pays vivent même sans des missions des Nations Unies. Madame, nous avons vécu il y a longtemps ça, la mission des Nations Unies. La mission des Nations Unies, c'est la MONUSCO, la MONUC à un moment, c'est nous qui avons fait appel à la MONUSCO quand on a senti qu'il y avait ça ne va pas. Aujourd'hui, ça ne va pas là, ça va. La MONUSCO peut partir aujourd'hui, diminuer son effectif, selon vous, Jérôme Bosso? Mais quand on gère une nation, quand vous gérez par exemple votre studio ici, vous savez à quel moment vous devez avoir autant de caméras, à quel moment vous devez réduire l'effectif, à quel moment vous devez réduire, quand vous voyez toutes les conditions sécuritaires sont réunies, vous direz non, on peut réduire. À son temps, on avait des unités de la MONUC, à ce moment-là c'était MONUC, on les avait affectés au Burundi. Ils étaient partis, on les prenait, on les envoyait dans d'autres pays où il y avait des problèmes. Le problème n'est pas d'avoir une quantité supérieure parce que nous avons plus de 6 000 ou bien qui sont là, mais le problème de sécurité se pose toujours. Est-ce que c'est la qualité ou la quantité ou la qualité qui doit faire par rapport aux élections, le soutien de la MONUSCO est quasi indispensable pour les élections en RDC. Non négligeable, madame, parce que la mission des Nations Unies nous avait aidés à son temps, en 2011, pour la formation qu'on a toujours dit en cascade des agents électoraux. Cette fois-ci, pour 2011, nous aurons affaire à former 450 000 agents électoraux. Or, la MONUSCO n'a plus les thèmes de référence pour nous donner cette assistance technique et logistique. Il n'y en a pas. Il faudrait introduire une nouvelle demande au niveau du Conseil de sécurité, au niveau des Nations Unies, pour qu'on puisse doter d'un nouveau terme de référence à la MONUSCO
pour l'appui technique. C'est là où j'interpelle aussi la classe politique. Les élections demain, est-ce que nous serons en mesure, sans que la MONUSCO n'a pas le soir, même pour le déploiement de matériel, madame, ça vous prendra 4 à 5 mois. Le déploiement de matériel, c'est la MONUSCO, la MONUC à ce moment-là, avec l'appui, le jeu de l'Angola qui nous ont aidés. Mais aujourd'hui, la MONUC n'a plus ses atouts logistiques. Et demain, nous voulons aller aux élections. Est-ce que nous avons déjà réuni ces atouts? Vous savez, nous, on a fait 75 rotations. Nous avons fait 75 rotations d'avions pour nous amener le matériel, mais nous n'étions incapables de les amener dans le coin le plus reculé. Avec la MONUSCO avait fait son travail, madame. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que nous avons 26 provinces, 145 territoires, 95 villes, 470 secteurs et 3831 groupements, 264 chefferies, 603 communes, 88 264 villages. Madame, où est-ce qu'on va déployer ces gens à temps record? Avec quel matériel que nous avons? Nous n'en avons pas. La CENI a présenté l'état de lieu. Sur le véhicule qu'il avait, il lui reste 27 véhicules qui sont en bon état. Or, nous avons 27 véhicules. Ce qui reste. Donc, à concurrence d'un véhicule, d'un camion par province. Par province, il faut voir dans quel état ça se trouve. Moto et tout ce qu'on a, dans quel état? Même les kits qu'on a volés, ce qui reste, c'est à quel état, madame, ça se trouve? Du côté logistique, nous n'avons rien. Côté déploiement, nous allons déployer ça dans combien de temps? Nous allons faire des rotations combien de temps? Quand est-ce que vous allez commander les appareils? Quand est-ce que vous allez commander les kits? Parce que la fois passée pour le bulletin de vote, madame, nous avons commandé chez les Allemands. L'Allemand a dit non, vous faites ça dans le délai constitutionnel. Désolé, je ne peux pas le faire parce que mon planning ne me dit pas. Il faut me donner 3 mois, 4 mois la commande. Et nous n'avons pas encore passé la commande, madame. Est-ce que nous allons nous en sortir pour passer commande? Et de kits, et de bulletins de vote, et d'autres matériels. Et la rotation, ça arrive à Kinshasa. On va le déployer comment? S'il n'y a pas la volonté politique, s'il n'y a pas une option politique qui est élevée pour qu'on puisse en sortir. L'option là, c'est la tenue du dialogue qui est incontournable. Voilà, mesdames et messieurs, écho de nos partis politiques, 2 partis comme à l'accoutumée, Avenir du Congo et FOSDP. Plus de détails dans ce condensé. De la capitale au Congo profond, toutes les couches ont été représentées à ce tout premier congrès national de 3 jours tenu à la Fikine par l'Avenir du Congo. À l'issue de ces assises, l'ACO a passé au peigne fin la situation à l'interne du parti. Plus rien ne sera comme avant, tous s'engagent pour un nouveau départ. C'est le message principal répété dans le slogan. Des congressistes sont loin ici d'être affectés par le départ occasionné par le mouvement G7. Ce qui a coûté l'exclusion du parti de Dani Banza, ancien président de l'Avenir du Congo. Allié à la majorité présidentielle, l'ACO réitère sa confiance à Joseph Kabila, ce avant de justifier les défaillances jusqu'ici constatées au sein du parti. L'absence d'un bon leadership et les agendas cachés de certains de ces animateurs l'ont curieusement préjudicié et l'ont empêché de revendiquer sa vraie place dans la majorité présidentielle. Au travers de ce congrès, que je qualifie de congrès de décollage ou de prise de conscience, les cadres et militants du parti viennent de mettre définitivement fin aux méthodes de gestion du passé. Faisant allusion au tumulte ayant secoué récemment la majorité présidentielle, Charles Kousessouka rassure. Le parti L'Avenir du Congo est dirigé par l'honorable Patrick Polonia Rafik, président national du parti. Donc, trêve aux rumeurs, aux faux bruits, aux auteurs en eau trouble qui pensent pouvoir créer ou diviser le parti. Créé en 2009, ce jeune parti compte environ 8 députés à l'Assemblée nationale et compte faire mieux aux scrutins à venir. Steve Mbikayi et Justin Bitakwira, 2 panafricanistes engagés dans le combat pour le dialogue et la paix en RDC, décident enfin d'unir leurs forces pour mieux canaliser toutes les aspirations de partis politiques et associations qui soutiennent le dialogue. Voilà que les forces de l'opposition et de la société civile pour la paix et le dialogue, en sigle FOSDP, voient le jour pour servir d'un cadre de concertation pour promouvoir la culture de la paix et privilégier le dialogue dans tout combat politique. Nous venons d'unir nos forces
le NCPS et l'opposition citoyenne. Dans le NCPS, il inclut l'opposition nationaliste. Et nous pensons que, comme des fourmis, nous allons amener l'opinion nationale, internationale, à comprendre qu'il vaut mieux la paix que l'instabilité ou que le chaos. Pour Steve Mbikaï, les forces de paix arrivent pour faire échec à toute politique qui prône le chaos en RDC. Il y a des forces qui sont contre le dialogue, qui veulent gagner dans des casses et dans des troubles. Et nous nous sommes dit que nous allons nous faire échec à toutes ces forces-là en allant vers le peuple pour le conscientiser. Ils comprennent que dans le passé, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu le sang qui a coulé parce que les gens ont préféré se battre au lieu de dialoguer. Alors dorénavant, nous devons tout faire pour que tous nos problèmes aient des solutions à travers des voies pacifiques sans qu'il y ait mort d'homme. Les forces de paix a un présidium avec 2 présidents qui ne sont autres que Justin Bitakwira de l'opposition citoyenne et Steve Mbikaï de l'opposition nationaliste. Ces derniers invitent d'autres Congolais à se joindre à eux. Ce samedi 21 novembre 2015, il s'est tenu une réunion de la NCPS, opposition nationaliste, à son siège situé sur la 3e rue Limité, quartier résidentiel, sous la présidence de l'honorable Steve Mbikaï, porte-parole. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit Jérôme Bosso, le dialogue est une vertu africaine. En tout cas, on nous rabâche les oreilles depuis un bon bout de temps que le dialogue est une vertu africaine. Est-ce que pour vous, ce n'est pas aussi l'échec des institutions classiques comme l'Assemblée nationale, comme le gouvernement, comme la présidence, parce que ça ne fonctionne pas, donc il faut créer des structures para-étatiques pour résoudre nos propres problèmes. Madame, nous nous trouvons devant un problème épineux. C'est le processus électoral qui est dans l'impasse totale. C'est le processus électoral congolais qui est au bord de la dérive. Il faut le faire sortir de là. Parce que répondez à ma question, ce n'est pas l'échec des institutions classiques dans notre pays? On ne peut pas dire à cette étape que c'est un échec parce que les institutions sont en train de fonctionner, mais peut-être une certaine faiblesse des institutions à trouver une solution. C'est le dialogue qui palliera ces faiblesses, selon vous? C'est parce que c'est le dialogue qu'on va trouver maintenant une solution, d'ensemble une solution beaucoup plus politique, qui va faire de sorte que nous pouvons recadrer le tir en ce qui concerne le processus électoral. Donc, sans dialogue, nous gagnons le temps. C'est vrai que je vous coupe un peu la parole pour poser la question. Jérôme Bosso, sans dialogue, c'est le chaos selon vous. C'est le sang qui va couler, c'est le pays qui va à la dérive sans le dialogue. Je ne peux pas dire ça, sans dialogue, c'est le chaos. Sans dialogue, non, on doit toujours garder la de sorte qu'on puisse toujours se concerter. On ne peut pas être prophète de malheur pour dire sans dialogue, c'est le chaos demain. Non, mais avec le dialogue, on peut d'étendre l'atmosphère politique. On peut pacifier les esprits des uns et les autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de compatriotes qui ont la frustration. On ne peut pas aller aux élections avec des frustrations. On ne peut pas organiser des élections avec des frustrations. Parce que quand on organise des élections, c'est tout pour trouver une solution pacifique. Mais nous allons entrer aux élections avec des problèmes, pour en sortir aussi avec des problèmes. Et ça va compliquer la donne. C'est pourquoi nous disons, nous devons nous regarder en face. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est la capacité des hommes et des femmes congolaises à trouver une solution? Prenez le cas aujourd'hui de la France, madame. Nicolas Sarkozy et Hollande se sont rencontrés à cause de massacres de terroristes. Tous ensemble, à l'unisson. Tous les Français à l'unisson. Et maintenant, la communauté internationale est venue d'apporter un soutien à cette volonté d'aide dans cet ensemble. Il n'y a pas cette union-là entre nos politiques. Il y a déjà des partis qui disent non au dialogue. Il y en a qui disent oui. Donc, il faut d'abord créer cette union-là. Il faut créer cette union-là avant qu'on aille au dialogue. Mais c'est pourquoi nous cessons d'inviter les uns et les autres. Parce que le politique a un agenda du pouvoir. Mais si le politique a l'agenda nation, Congo comme nation, Congo comme pays, Congo comme peuple, Congo comme vision pour le développement de ce pays, je pense que tout le monde n'allait pas refuser le dialogue. Parce que nulle part au monde, même les collègues, j'ai été avec certains collègues burundais qui avaient aussi fait ce que nos collègues ici ont fait, signer un pacte avec la classe politique. Et tous les collègues de la société civile, de la société des droits de l'homme de Burundi, tout le monde a fui le pays. Les uns ont attrapé
fait le bal. Un ami Claver, un activiste de droits de l'homme de haut niveau, il a eu des balles au dos. Son fils assassiné, son gendre assassiné. Et il est à l'extérieur. Tout ce qui est comme mouvement de droits de l'homme et autres au Burundi sont à l'extérieur. Et les autres, on est en train de traquer, il n'existe plus société civile au Burundi. Et c'est pourquoi est-ce que nous voulons vivre ce cadre chez nous? Nous disons non, nous n'avons aucun intérêt de faire coalition avec le politique, parce que le politique a son agenda du pouvoir. Nous n'avons pas cet agenda, nous avons l'agenda de faire entendre la voix de la société, de la population congolaise. Voilà, nous allons clôturer, mesdames et messieurs, par la réaction d'un internationaliste par rapport aux attentats de Paris. Nous l'avons souligné tout à l'heure, les attentats qui ont endeuillé la ville lumière Paris et la réaction des députés provinciaux invalidés par la Cour constitutionnelle. Que les attentats de Paris constituent une conséquence de la divergence des stratégies occidentale et russe dans la lutte contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Et avec ces attentats de Paris qui ont poussé le président Hollande de se rapprocher de la Russie, d'intégrer la Russie dans la stratégie française dans la lutte contre l'État islamique, et de la sorte, la politique de Vladimir Poutine fondée sur la légitimation de Bachar al-Assad, qui aussi est couronnée de succès, parce que en acceptant de lutter contre l'État islamique, n'est-ce pas, sans s'opposer officiellement au gouvernement, au régime de Bachar al-Assad, la France se livre à une reconnaissance tacite du pouvoir de Bachar al-Assad. Maintenant, reste à savoir la réaction américaine. Bachar al-Assad, qui est très mal perçu du côté américain, ainsi que le président Vladimir Poutine, je doute fort que Barack Obama ait le courage d'emboîter le pas à la logique française axée sur le rapprochement avec la Russie pour dégager une approche commune. Très heureux parce que je viens de suivre l'arrêt de la Cour constitutionnelle, R-Cons, je crois 126, qui vient d'être élu par son président. Et je voudrais simplement dire qu'un homme politique, un homme d'État, puisque j'ai géré responsable, on ne commente pas une décision de justice. Et je ne peux qu'ici rendre hommage à la Cour constitutionnelle, qui n'a fait que dire le droit, et ce qui est une très très bonne chose. Vive la province du Bas-Congo, et que ceux qui nous remplacent, puisqu'elles le font dans les conditions requises par la loi, fassent bien leur travail. Mais j'espère qu'on va appliquer l'article 110 dans son entièreté et pour tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Le droit a été dit. Je crois que pour le reste, je pense que toutes les inquiétudes soulevées par la population de la province du Congo central ont trouvé leur solution. Pour cela, moi je remercie d'abord mon Dieu qui a été au contrôle de toutes choses depuis le début. Ça fait plus de 3 ans qu'on était en discussion avec nos anciens collègues qui étaient en 2007. Ils voulaient réintégrer l'Assemblée provinciale du Congo central. Et nous avons porté l'affaire au niveau de la Cour sur RC 126. Et aujourd'hui, la Cour vient de rendre son arrêt en disant que la loi ne rétroagit pas en termes clairs. Donc, ils n'ont pas droit de réintégrer l'Assemblée provinciale du Congo central. Et ils ont été invalidés en 2007 et ils resteront invalidés jusqu'à la fin de la législature. J'interpelle toute la population du Congo central d'être réunie parce que cette affaire nous a divisés. Parce que vous savez, il y a eu des tendances qui se sont développées par rapport à ça. Les uns soutenaient leur intégration, les autres ne soutenaient pas. Et aujourd'hui, tous nous sommes fixés parce que l'arrêt vient d'être rendu. Il n'y a pas rétroactivité de la loi. Donc, nous restons unis pour développer notre province du Congo central.
Merci donc à Martin Ziakaou, qui est notre internationaliste maison, qui remplace en tout cas Philippe Bioya, paix à son âme, parce que lui répondait aussi, en tout cas, quand on le contactait, il répondait à nos questions. Donc Martin Ziakaou, vous êtes le digne représentant, le digne successeur de Philippe Bioya à Congo Web Télévision. Alors, Jérôme Bonso, est-ce que pour vous, la France est en train de payer aujourd'hui les erreurs de sa politique internationale? Madame, tout d'abord, à ce que nous avons vécu, ce que les terroristes ont fait en France, on n'est pas là pour établir une certaine comparaison dans ce sens-là. Mais nous sommes là pour déplorer les comportements des terroristes, pour voir comment nous devons nous liguer, nous les nations civilisées, pour combattre ce terrorisme. Parce que ce n'est pas la France seule qui est attaquée, il y a aussi l'Afrique. Nous avons pris le Cameroun, le Tchad, le Mali. C'est l'Afrique qui est secouée. Ici, nous devons voir dans quelle mesure nous pouvons parvenir à nous sécuriser mutuellement, nous ici en Afrique, et comment nos amis, nos partenaires, la France par exemple, puissent arriver à maîtriser ce mouvement terroriste. Pour cause, la Belgique a fait 2 jours. Samedi et dimanche, en Belgique, il n'y a pas la vie. Tout est bloqué à cause de rumeurs que la Belgique risquerait d'être attaquée d'un moment à l'autre. Est-ce que nous devons vivre dans cette ambiance-là? Nous disons non. Nous voulons la paix, nous voulons la sécurité, la tranquillité. Et c'est pourquoi nous disons nous devons nous liguer. Partout, il y a des gens qui ont des ambitions de recourir au terrorisme. Nous devons contribuer à les mettre hors état de nuire. L'Afrique peut vaincre, si déjà en Europe, on voit des morts, est-ce que l'Afrique peut vaincre le terrorisme? L'Afrique peut le faire, madame. Ce qui vient de se passer au Cameroun, on a attaqué le chef coutumier, qui est un responsable de mouvements de surveillance des terroristes, de jeunes filles qui sont armées. L'Afrique, oui, à l'unisson, l'Afrique peut se souder et mettre hors état de nuire les terrorismes, et mettre hors état de nuire toutes les influences qui pourraient venir pour que les terroristes puissent avoir une chance en Afrique. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais comment naît le terrorisme? Ce sont des gens frustrés qui en veulent à quelqu'un, qui en veulent à l'État, qui en veulent au gouvernement. C'est qui les terroristes? Madame, tout part de la Libye. Après le décès de Kadhafi, tous ces gens avaient trouvé refuge en Libye. Les hommes, les matériels, le Mali est envahi par ces gens-là qui étaient en Libye. Et ce sont des gens qui se sont rendus compte qu'ils sont maintenant victimes, ils sont maintenant délaissés pour compte. Et avec les techniques, maintenant ils commencent à faire payer le prix aux uns et aux autres, et surtout aux innocents. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Merci à Jérôme Bonso d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à toute l'équipe technique. Je profite donc de cette opportunité pour présenter et souhaiter en tout cas un bon anniversaire à M. Gabriel Chabani Dissassi. Il fait son anniversaire. Donc, bon anniversaire à toi, notre président. Et merci à vous tous, mes followers sur les réseaux sociaux. L'émission continue là-bas. Nous allons discuter et nous nous retrouverons avec le même plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain, Inch'Allah.